On ne le sait pas forcément, mais l'État peut parfois vous permettre de réaliser de drôles d'opérations immobilières. À Grasse, dans les Alpes-Maritimes, Grégory Routier peut en témoigner. Ce chef d'entreprise a dépensé 500 000 € en 2016 pour s'offrir un bâtiment pour le moins atypique. Donc on est où là, Grégory? On est devant la maison d'arrêt. Voilà, notre nouvelle petite maison. C'est chez nous. Habituellement, on ne veut pas y rentrer, mais nous, on a tout fait pour y rentrer. Bon, on a la clé, donc on peut en sortir, mais en attendant, c'est chez nous. Ouais, c'est chez nous. On y va? Cette maison d'arrêt date du 19e siècle. Elle était désaffectée depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors l'État a fini par s'en débarrasser. Et il l'a mise en vente en faisant paraître une petite annonce plutôt savoureuse. Ancienne maison d'arrêt à Grasse. Vendue sans garage ni parking, travaux à prévoir. L'annonce précise que le bâtiment est désormais inoccupé. Cela tombait bien pour Grégory, qui dirige entre autres une société d'événementiel et qui cherchait un endroit surprenant pour organiser des expositions et des soirées. L'idée, c'est vraiment d'en faire un lieu de vie de jour, de fête, d'événementiel. On veut faire des dîners avec des tables qui font 15 mètres de long. Un lieu qui soit un peu barré, un peu comme nous, quoi, un peu farfelu. Pendant 25 ans, la prison n'avait jamais trouvé preneur. 1300 mètres carrés inutilisés et plus vraiment entretenus. Alors, selon Grégory, les pouvoirs publics étaient trop heureux de trouver quelqu'un prêt à l'acheter pour un demi-million d'euros et surtout à la rénover. L'intérêt, c'est qu'ils ont des petits bijoux, ils n'ont pas les moyens de les rénover, donc de les faire passer dans le privé pour respecter le cadre, parce que nous, ce que vous voyez là, vous le verrez encore dans 20 ans. Hein. Voilà. Naturellement, ça sera rénové, il y aura de l'électricité, et tout sera aux normes, mais on va laisser 90% du bâtiment. Donc c'est un peu le deal, c'est un peu ce qu'on a proposé dans notre offre à l'État, c'était de dire, vendez-le nous à un prix qui n'est pas négligeable, et nous, on va le rénover, on va le faire vivre tel qu'il est, pour que dans 50 ans, on voit encore ce que c'était qu'une prison de 1846. C'est tout le problème de l'État. Depuis quelques années, il a dû mettre en vente une partie de son gigantesque patrimoine immobilier, car il n'a plus vraiment les moyens de l'entretenir lui-même. Il faut dire que l'État est le plus gros propriétaire de France. Il possède des joyaux que nous connaissons tous, comme le château de Versailles ou celui de Chambord, le palais de l'Élysée, le Panthéon. Ce que l'on sait moins, c'est que l'État a également dans son patrimoine des milliers d'immeubles de bureaux, ainsi que des maisons, des forêts, des terrains. Mis bout à bout, cela représente 75 millions de mètres carrés, pour une valeur estimée à 66 milliards d'euros. Un véritable trésor. Le problème, c'est que l'État est régulièrement accusé de le dilapider. Souvenez-vous par exemple de l'affaire de l'Imprimerie nationale. Une aberration. En 2003, l'État avait vendu ses bâtiments 85 millions d'euros pour finalement les racheter 4 ans plus tard, 4 fois plus cher. En mai dernier, un rapport du Sénat a même épinglé la piètre gestion immobilière de l'État. Alors, l'État fait-il toujours de mauvaises affaires? Comment essaie-t-il malgré tout de limiter la casse, quitte à céder ses biens à des particuliers? 340 000 €. Eh bien bravo monsieur. La vente de ces joyaux ne va-t-elle pas finir par nous coûter très cher? Il y a encore aujourd'hui des affaires où l'État semble accumuler les erreurs, comme celle de l'ancienne école d'architecture de Nanterre en banlieue parisienne. Derrière ce portail cadenassé, un bâtiment de 10 000 mètres carrés tombe peu à peu en ruine, faute de trouver un acquéreur depuis maintenant 13 ans. Le site est en effet à vendre depuis 2004. L'État espérait le céder au bas mot 13 millions d'euros, afin d'y voir construire des logements flambant neufs. Mais alors pourquoi la vente n'a-t-elle jamais abouti? Tout simplement parce que le prix qu'en attend l'État serait irréaliste.
C'est en tout cas ce qu'affirme le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Ils m'ont abandonné. On le voit à travers les trucs, c'est totalement abandonné, les vitres cassées. À en croire l'élu, il était impossible de construire des logements ici. Il suffit d'observer le site. Situé dans un parc, il est enclavé entre des immeubles et un collège. Et desservi par un unique chemin très étroit et difficilement agrandissable. Quand vous faites des logements, il faut que les gens ils stationnent leur voiture. Hein. Donc, si vous faites 150 ou 200 logements, il faut qu'il y ait 200 places de parking. Donc vous mettez 200 places de parking. Donc ça fait 200 voitures qui prennent la petite route qu'on a prise tout à l'heure. C'est complètement irréel, ça ne peut pas marcher. Alors, et en plus, donc, le bâtiment, c'est des carrières. Donc vous faites quoi c'est pas facile hein, d'aller creuser dans les carrières. Des fois, je me demande si on parle du même bâtiment. C'est-à-dire que quand on écoute l'État, c'est comme s'ils avaient un terrain nu situé autour à proximité d'une gare avec une rue à côté. C'est pas sérieux. Voilà. Vous l'aurez compris, le maire de Nanterre et l'État n'ont pas du tout la même idée de ce que pourrait donner la vente de cette ancienne école d'architecture. D'autant que Patrick Jarry, lui, pensait avoir trouvé en 2012 la solution idéale. C'était presque le projet rêvé pour la ville, pour les habitants, c'était un peu le projet rêvé. À l'époque, le célèbre chef étoilé Alain Ducasse est prêt à payer jusqu'à 6 millions d'euros pour racheter le bâtiment et le transformer en une école internationale de cuisine. Roi des fourneaux et homme d'affaires, Alain Ducasse s'y verrait bien en patron d'une école. Le chef vient en personne présenter son projet aux habitants de Nanterre. Celui-ci est très sérieux, comme en témoignent ses dessins d'architecte. L'idée, c'est d'avoir un rayonnement international, d'avoir la diversité de tout le spectre de formation de notre industrie de la restauration. C'est un projet, très sincèrement, c'est un projet ambitieux, voilà, très ambitieux. Alain Ducasse a été accueilli sous les applaudissements, puisque je crois que Nanterre était très fier qu'Alain Ducasse vienne dire qu'il allait, lui, le cuisinier prestigieux, qu'il allait venir s'installer à Nanterre. Le problème, c'est qu'avec un tel projet, qui nécessite un gros investissement, il est impensable pour le chef, soutenu par la mairie, de payer les 13 millions d'euros qu'attend l'État pour le bâtiment. Nous, on avait chiffré à l'idée que, en gros, si on ne pouvait pas acheter ce bâtiment, voilà, entre 4 et 6 millions d'euros. Hein, on était plutôt aux alentours de 4 millions d'euros pour pouvoir redéfinir un projet d'intérêt général qui s'insère dans le quartier. Voilà, alors, bon, l'État n'a jamais voulu entendre raison, a considéré qu'elle avait un bien, qu'elle voulait le vendre, que ceci, que cela. Les discussions n'aboutiront jamais. Depuis, aucun autre repreneur en vue. Et le site coûterait 50 000 euros par an en gardiennage. Alors est-ce vraiment l'entêtement de l'État qui est responsable de cette situation ? C'est au ministère de l'Économie et des Finances que nous sommes allés rencontrer la haut fonctionnaire en charge de toutes les ventes immobilières de l'État. Nathalie Morin se défend d'une quelconque erreur dans le dossier de Nanterre. En effet, si un bâtiment est estimé à 13 millions d'euros, il lui est rigoureusement interdit de le brader. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs années, on avait engagé une procédure de cession et que nous avions trouvé des acquéreurs au prix demandé. Donc c'était tout à fait possible. En tout cas, l'État n'a pas vocation à brader ses biens, même pour les collectivités locales. Non, non. Ça fait partie des règles qui nous sont imposées. De même que nous n'avons pas le droit de vendre de gré à gré, nous n'avons pas le droit de vendre en deçà de la valeur vénale. Même quand on vend aux collectivités locales. Même quand il y a un projet derrière. Même quand il y a un projet derrière. Dans ce dossier, l'État est accusé par la mairie d'avoir été trop gourmand. Mais parfois, il lui est reproché de brader son patrimoine, quitte à perdre des millions d'euros. Un autre scandale semble en être l'illustration. C'était en 2016. Cette année-là, l'État a vendu ce sublime bâtiment situé dans le 7e arrondissement de Paris. L'hôtel de l'Artillerie est un ancien monastère du XVIIe siècle.
Un lieu classé monument historique qui, selon certains professionnels de l'immobilier, pouvait valoir jusqu'à 120 millions d'euros. Alors, certains se sont étranglés en découvrant que l'État l'avait vendu à Sciences Po pour seulement 87 millions d'euros, soit un rabais de plus de 30 millions d'euros. Cette grande école très réputée doit y établir son nouveau campus. Mais pourquoi une telle baisse de prix pour ce bâtiment que certains voyaient déjà devenir un hôtel de luxe ou une résidence de standing? Pour le Conseil de l'immobilier de l'État, un comité d'experts chargé de rendre des avis sur les ventes de bâtiments publics, cette décote est inacceptable. Son président, l'ancien député Jean-Louis Dumont, ne décolère pas. L'hôtel de l'Artillerie est acté, de l'ordre d'un peu plus de 80 millions d'euros. L'estimation, peut-être aléatoire, mais une estimation a amené une valeur de 120 millions, donc perte pour l'État, au moins 40 millions d'euros. Pour vous, ce bien a été bradé? Oui. Oui, je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai signé. Bon. Mais ça se passait à d'autres niveaux de discussion. Mais alors, à qui la faute si ce bâtiment a occasionné un tel manque à gagner? Nous avons tenté d'y voir plus clair. Pour cela, retour au ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons interrogé la responsable de l'immobilier de l'État sur cette affaire. Pour valoriser au mieux le patrimoine public, Nathalie Morin s'appuie sur plusieurs centaines de fonctionnaires qui travaillent dans toute la France. On a 1300 collaborateurs dans le réseau, parce qu'évidemment, on ne gère pas l'immobilier de Paris, il faut des relais au plan local. Donc ici même, nous ne sommes qu'une centaine. Leur travail, c'est justement de veiller à ce que l'État ne perde jamais d'argent dans ses transactions immobilières. Le problème, c'est que même si l'État est propriétaire, il ne fait pas toujours exactement ce qu'il veut quand il vend. Les mairies ont également leur mot à dire, même lorsqu'il s'agit des joyaux de la République, comme l'hôtel de l'Artillerie. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ce qui fait la valeur du bien de façon encore plus déterminante, ce sont les règles d'urbanisme. Autrement dit, l'acheteur du bien, est-ce qu'il va pouvoir en faire ce qu'il veut? Est-ce qu'il va pouvoir en faire un hôtel de luxe? Est-ce qu'il va pouvoir en faire des logements de haut standing? Est-ce qu'il va pouvoir en faire un siège social? Si la réponse est oui, le bien vaut très cher. Si la réponse est non, le bien perd de sa valeur. Et justement, dans la vente de l'hôtel de l'Artillerie, la mairie de Paris aurait eu des exigences qui auraient fait chuter la valeur du bien. Ce bien doit soit recevoir 30% de logements sociaux, soit recevoir, pour faire simple, un équipement public. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hôtel de luxe, ça veut dire qu'il n'y a plus de siège social, ça veut dire qu'il n'y a plus de résidence de standing. Pour en être absolument certaine, Madame Morin a fait évaluer 3 fois l'hôtel de l'Artillerie avant de le vendre. Une fois par ses services et aussi par 2 cabinets privés. Les 3 estimations donnent des prix équivalents. C'est une fourchette qui allait de 60 à 90 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on est en haut de la fourchette. Dans cette affaire, ce sont tout de même plus de 30 millions d'euros qui ne sont pas tombés dans les caisses publiques. Alors, l'État va-t-il continuer longtemps à perdre ainsi de l'argent avec son immobilier? C'est en tout cas ce que laisse entendre un récent rapport du Sénat. Selon ce document, l'État a encore une idée beaucoup trop vague de ce qu'il possède. Le recensement du parc immobilier de l'État demeure imparfait. La connaissance de son état est très lacunaire et ne permet guère l'élaboration d'une stratégie. Par ailleurs, selon les sénateurs, ils ne tireraient pas toujours le maximum des biens qu'ils cèdent. La valorisation demeure mal appréhendée par la direction de l'immobilier de l'État. Pourtant, Madame Morin estime, elle, que les erreurs commises par ses services seraient en réalité très peu nombreuses. Faudrait être extrêmement prétentieux pour dire qu'on ne commet jamais d'erreur. Donc très certainement, il y a pu avoir des sessions qu'on aurait pu faire dans de meilleures conditions, bien sûr. Mais franchement, c'est extrêmement marginal. Bercy a donc tenu à nous montrer que ses fonctionnaires ne sont pas d'aussi mauvais agents immobiliers que cela. D'abord,
Et vous ne le savez peut-être pas, les biens que vend l'État sont proposés sur un site internet. Il y en a des centaines, et c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Avec ses curiosités, comme ce barrage hydroélectrique à vendre dans les Côtes-d'Armor, ou cet ensemble grenier et place de parking situé en Isère. Le site compte également beaucoup de terrains, comme cette ancienne implantation militaire de 200 hectares dans l'Yonne. Mais on y trouve aussi quantité d'anciens immeubles de bureaux dont l'État n'a plus l'utilité. Point commun de toutes ces petites annonces, il n'y figure aucun prix de vente. Et c'est là toute la stratégie de l'État pour en tirer le meilleur prix. À La Rochelle, nous avons rencontré une professionnelle de l'immobilier qui part régulièrement à la chasse des biens de l'État. Elle s'appelle Jeannette Guinaudot. Son métier, restaurer des immeubles anciens qu'elle transforme en appartements de standing, en empochant au passage une plus-value. Ça fonctionne par recherche géographique. Donc, je vais aller sur le département, par exemple, la Charente-Maritime. Il y a des espaces naturels, plutôt des terrains. Il y a des bureaux. Il y a au total une trentaine de biens à vendre dans son secteur. Ceux qui vont attirer particulièrement l'attention de Jeannette, ce sont les anciens bureaux situés en centre-ville. Alors, un exemple, j'ai un bâtiment qui va être à la vente année prévisionnelle de session 2018, 2 rue de la Monnaie. C'est manifestement un très beau bâtiment. J'irai pas plus loin, il m'intéresse. Ce bâtiment, c'est un hôtel particulier du 19e siècle, occupé jusque-là par le ministère de l'Intérieur. Il a conservé tout son charme d'origine, avec ses boiseries murales et son grand escalier. Il ne serait pas difficile pour Jeannette d'en faire des appartements de charme. Mais elle n'est pas la seule à vouloir acquérir des biens comme celui-ci. Ils intéressent énormément de professionnels. Il y a des projets où on va être 5 ou 6, et d'autres, il peut y avoir 10, 15 offres, même peut-être plus. Pour l'heure, il y a un autre immeuble de l'État qui a tapé dans l'œil de Jeannette et de ses concurrents. Il se trouve à 150 km de là, à Nantes. Et sa vente est imminente. Le lendemain, elle a justement rendez-vous pour le visiter. Elle s'est faite accompagner par son équipe technique, ainsi que par son architecte, Philippe. Ils ont rendez-vous avec les représentants locaux du service immobilier de l'État. Donc, bienvenue à l'immeuble de la DGA, en plein centre-ville. Vous pouvez me suivre. Vous allez voir que pour tirer le meilleur prix de vente de ce bâtiment, l'État a une botte secrète. Et ce n'est pas banal. Là, on a 3 garages, un petit espace arboré, un atelier. Et vous voyez que cet immeuble-là, il est rez-de-chaussée plus 3 niveaux. Donc ça, c'est l'aile rue de la Verrerie. Cette partie-là est des années 70. Ouais. Et après, toute l'autre partie est des années 50. Inaugurée en 1958. D'accord. On va aller visiter l'intérieur, si vous voulez, je n'ai pas de questions. En fait, Jeannette ne sait absolument pas à quel prix l'État est prêt à céder ce bâtiment de 2000 mètres carrés. Cette information sera tenue secrète. C'est globalement, hein. Vous pouvez constater que ça a été bien entretenu. Les représentants de l'État ne manquent pas en revanche de mettre en avant tout ce qui fait le potentiel de leur bâtiment. Normalement, ici, on doit avoir une vue assez remarquable sur la Loire et le Bélem. Donc ici, celui qui avait ce bureau, il n'avait pas trop à se plaindre. Cet immeuble est idéalement situé. Il vient desservi par le tram. Vous êtes à 200 mètres du commerce. On est en plein centre-ville, hein, de toute façon. Ah bah c'est sûr. Très très belle vue. Hein. Jeannette est immédiatement séduite. Et pour cause. Une telle vue peut rapidement faire grimper la valeur de ses futurs appartements. Et tout ça, ça peut devenir des appartements de standing assez facilement. Ah bah là, on peut faire, je dirais pas des appartements de standing, mais même de grands standing. Ouais. Mais si elle veut avoir une chance de s'offrir l'immeuble, Jeannette va devoir sortir sa calculatrice. Et si vous déposez un dossier, Jeannette, oui. Vous connaîtrez l'estimation du bien? Malheureusement, non. Les services des domaines ont leur secret bien gardé, puisque
Je pense aussi par souci d'équité, ils ne vont pas dévoiler leurs estimations. Comme ses concurrents, Jeannette va devoir remettre une offre chiffrée sous pli cacheté. L'État, de son côté, a fixé un prix en dessous duquel il ne vendra pas. Mais il le garde pour lui. Car ce qu'il veut, c'est céder au plus offrant, sans fixer aucune limite. Et ces deux messieurs savent que les promoteurs seront prêts à se battre pour ce bien. Le jeu aussi de l'offre et de la demande. Hein. Je veux dire, le prix, nous, est un prix qu'on estime étant celui du marché, normal, voilà, tel qu'on peut le constater de manière habituelle sur la ville. Après, il y a toute une série d'éléments, la situation, l'état général, le potentiel, effectivement, du bâtiment, qui peuvent faire que des promoteurs peuvent avoir, en perspective, des rendements au mètre carré qui font qu'ils vont augmenter leur offre de manière significative. Selon nos estimations, un tel immeuble pourrait s'arracher autour de 4 millions d'euros et valoir ensuite 3 fois plus, soit 12 millions d'euros, une fois rénové en appartement. L'État, de son côté, aura l'embarras du choix pour désigner le mieux offrant. Ces dernières années, Jeannette a conclu près d'une dizaine d'affaires avec les pouvoirs publics, principalement dans le centre historique de La Rochelle. L'une des opérations dont elle est la plus fière, c'est la réhabilitation de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, où étaient installés les bureaux de la direction départementale de l'équipement. Elle y a vendu 28 appartements, dont cet étonnant triplex. Là, nous avons des vitraux que nous avons conservés. Enfin, ils ont été complètement refaits, restaurés à l'identique. Donc, je vous propose, on va monter à l'étage. Bon, là, on est manifestement dans la chambre des occupants. Des appartements de charme comme celui-ci n'ont aucun mal à trouver un acquéreur. Et là, le clou de cet appartement, c'est quand même la terrasse sur les toits, avec la vue sur cette magnifique verrière. Je suis fan. Je trouve ça magique. Des opérations dont tout le monde sort gagnant. Jeannette comme l'État. Mais cela pourrait bien ne pas durer. Car plus le temps passe, et moins l'État a à vendre de ces petits bijoux que s'arrachent les professionnels de l'immobilier. En effet, le rapport du Sénat pointe un essoufflement des ventes. Leur montant annuel dépend de quelques cessions exceptionnelles. Et pour l'un des auteurs du rapport, le sénateur Thierry Carsenac, tout cela est pour le moins problématique. Les meilleurs patrimoines, les bijoux de famille, sont vendus. Et donc, petit à petit, il reste des biens qui n'ont pas une valeur exceptionnelle, parfois qui sont difficiles à vendre. En moyenne, on met actuellement près de 16 mois pour vendre un bien. Parfois plus longtemps. Ça s'essouffle. Je prends l'année 2017, par exemple. L'État avait prévu 500 millions de cessions. Au premier semestre, on n'en avait effectué que 75 millions. Donc, les biens ne sont pas soit à la hauteur, soit ça prend du temps, et donc ça peut poser problème. Effectivement, l'État se retrouve aujourd'hui avec pléthore de biens qui n'intéressent plus grand monde. Et pourtant, vous allez le voir, c'est assez incroyable, mais ils parviennent à vendre à très bon prix, l'invendable. C'est ce que nous allons découvrir en Moselle. Nous avons rendez-vous à Metz avec Maître Catherine Bonichot, une notaire, et Denis Caplard, un fonctionnaire de l'immobilier de l'État. Vous me mettez devant ? En ce moment, ils ont une mission délicate. Écouler ce qu'il reste du patrimoine de l'armée, qui a perdu de nombreux postes dans ce département ces dernières années. Il y a un certain nombre effectivement de bâtiments militaires qui sont inutiles et dont la cession est engagée, effectivement. Des biens qui pour certains sont restés à l'abandon pendant très longtemps. Comme cette maison, l'ancien logement de fonction d'un officier. En plein centre-ville d'une petite commune de la banlieue de Metz, elle a l'air plutôt coquette comme cela. Alors la maison est à des belles proportions. Hein. Seulement voilà, cette maison a en réalité un gros défaut. Son état. Non seulement
le bien n'est plus entretenu depuis fort longtemps. Mais visiblement, il a été consciencieusement saccagé au fil des années. Il a même subi un incendie. Elle a été squattée. Elle a été squattée. Hein. C'est pour ça que l'entrée a été bouchée. Évidemment, la maison a perdu beaucoup de sa valeur. En excellent état, elle aurait pu valoir autour de 300 000 €. Mais ce qui va peut-être sauver la vente, c'est ce grand terrain de 2000 m². L'élément de plus-value, c'est la superficie du terrain. Il y a 20 arts. 20 arts. Oui. 2000 m². On pourrait imaginer qu'un bien dans cet état-là n'intéresse pas grand monde, mais ça peut être un facteur déclenchant à l'achat, où la mode actuellement, la tendance, c'est effectivement d'acheter des biens dans un état dégradé, en vue de le rénover et de faire quelque chose à son goût. Ce bien, l'État va du coup le mettre en vente à seulement 95 000 €. Et cette fois, il va communiquer ce montant aux acquéreurs potentiels. Car pour des biens de faible valeur comme celui-ci, il n'utilise pas du tout la même méthode que pour les grands immeubles que convoitent les promoteurs. La maison va faire l'objet d'une vente aux enchères à l'étude de Maître Bonichot. Beaucoup de participants ont souhaité rester discrets. Mais ce monsieur, lui, a bien voulu nous avouer qu'à ce prix-là, ce grand terrain de 2000 m² pourrait être une bonne affaire. Ça a l'air intéressant, 95 000 €, mais bon, je pense pas que ça va être le prix définitif. C'est vraiment qu'une mise à prix, quoi. Voilà. Il y a un super beau terrain, voilà quoi. Vous en feriez quoi, vous? Moi, je raserai la maison. Je referai une maison neuve. Voilà. Moi, c'est que sur la base du terrain, en fait. Si l'État a choisi d'organiser des enchères, c'est parce qu'elles peuvent parfois s'emballer au-delà du raisonnable. Il y a une certaine émulation qui peut se faire entre les différents candidats et parfois on assiste à un côté un peu irrationnel de l'adjudication qui est propre à cette procédure et où les biens partent à un prix manifestement supérieur à la valeur réelle du bien. Hein, on y va. Voilà, alors on va pouvoir démarrer. Cette méthode de vente a une particularité. L'acquéreur devra payer la maison dans les 45 jours. Et contrairement à une vente classique, il ne pourra en aucun cas changer d'avis. Alors la mise à prix, c'est 95 000 €. Le bien est en très mauvais état, vous avez pu le constater. Bien entendu, c'est pris en l'état. Vous vous débrouillez, l'adjudicataire se débrouille avec le bien. Pour conduire la vente, Maître Bonichot va utiliser une très vieille méthode qui fait encore son petit effet, celle des bougies. Ces bougies, donc, elles vont être allumées au fur et à mesure. Il faut que 3 bougies aient brûlé sans enchère supérieure pour que la personne soit adjudicataire. Alors, on démarre. On démarre au premier feu, 95 000 €, c'est la mise à prix. Alors, 97, 99, 99 ça nous fait 101, 101, 130. 130 pour monsieur ici. Ensuite, on est toujours au premier feu. 140. 140 ici. Tant que les enchères montent, Maître Bonichot allume des bougies les unes après les autres. Monsieur à ma gauche. En moins de 2 minutes, le prix de la maison a doublé. 190 au premier feu. Il ne reste bientôt plus que 2 acquéreurs qui se disputent farouchement le bien. Ce jeune homme avec ses amis. 275. 275 000, monsieur à droite. 280 premier feu à gauche. Et le monsieur en chemisette bleue et blanche qui lui répond du tac au tac. 280 000 €. 322. 322 premier feu. 330 ici. 330 000 €. 332. Donc, 332 donc. Et là c'est à ma droite. 340 à gauche. Premier feu. Premier feu qui s'éteint. Donc encore 2 bougies comme ça. S'il n'y a pas d'enchère supérieure, monsieur est adjudicataire. À 340 000 €, le monsieur en chemisette a visiblement dégoûté son concurrent. 340 000 € au troisième feu, troisième et dernier feu qui commence. L'enchère est sur ma gauche.
Le représentant de l'État n'en attendait pas tant. Il va bientôt s'éteindre. Eh bien, bravo, monsieur. Avec les frais, la maison part à plus de 370 000 €. 4 fois la mise à prix. Bon, ben, je vous remercie. Je vous laisse reprendre les Une très chèques bonne pour nouvelle ceux qui pour l'ont les finances déposé. publiques. J'ai bien vendu. C'est bien vendu. C'est bien vendu. L'État a fait une bonne affaire. Voilà, a fait une bonne affaire, oui. Il a bien vendu. Il a, oui, c'est fait au mieux des intérêts de... Au mieux des intérêts de l'État. Continuer à faire rentrer de l'argent coûte que coûte, l'enjeu est de taille pour l'État, car le produit de ses ventes lui est indispensable pour continuer à entretenir son patrimoine. Or là encore, le rapport du Sénat pointe un sérieux problème. Les bâtiments publics souffrent généralement d'un manque d'entretien. Et cela atteint parfois de telles proportions que l'État doit chercher de nouvelles solutions pour sauver certains de ses joyaux. Un des bâtiments qui préoccupe le plus l'État aujourd'hui se trouve à 80 km de Paris, dans la petite ville de Villers-Cotterêts. À première vue majestueux, ce château royal construit par François Ier est aujourd'hui en péril. Ce bijou de la Renaissance, classé monument historique, a perdu une bonne partie de sa toiture, remplacée par de la tôle. Et l'une de ses ailes est aujourd'hui entièrement murée. Tout ceci n'est que la partie visible du désastre. Le reste, nous allons le découvrir avec Christine Weissrock. Elle travaille pour la direction de l'immobilier de l'État. Depuis 3 ans, Bercy tente coûte que coûte de sauver ce château qui a vu passer de nombreuses têtes couronnées. Bon, évidemment, les sols sont... Enfin, tout est à refaire. Dans cette partie-là, tout est à refaire. Le faste de la Renaissance a totalement disparu, même dans la partie la plus remarquable du château. Alors, entrons dans la partie noble. François Ier avait fait réaliser dans l'ancienne chapelle de somptueuses sculptures. Vous voyez la richesse des décors qui est caractéristique de l'époque Renaissance. Mais même ces œuvres d'art inestimables sont aujourd'hui traversées par d'impressionnantes fissures. Cet endroit est assez dégradé et va nécessiter d'importants travaux de restauration. Est-ce qu'on a une idée déjà du montant de la facture ? Difficile à dire, elle a évolué dans le temps, mais on dépasse la centaine de millions probablement, compte tenu que les travaux monuments historiques ne sont pas des travaux anodins ni faciles. 100 millions d'euros, une facture astronomique. C'est la conséquence de 2 siècles durant lesquels ce château royal a été utilisé de façon plutôt surprenante. Entre 1806 et 2014, le lieu avait en effet été confié à la ville de Paris, qui en avait fait un asile de mendicité, puis une maison de retraite pour SDF. Quand elle l'a rendu il y a 3 ans à son propriétaire légitime, l'État, ce dernier avait fini par perdre de vue ce joyau de son patrimoine. Les usages auxquels il a été soumis, effectivement, ne l'ont plus fait regarder par certains comme un château, mais comme un lieu de vie. L'État n'a pas pu avoir l'occasion de le reprendre en totalité et de se poser les bonnes questions et de le restaurer, de faire une restauration qui, aujourd'hui, s'impose à l'évidence. Mais aujourd'hui, le chef de l'État en personne a décidé de voler au secours de ce château. Emmanuel Macron s'est engagé à le rouvrir pour en faire l'un des lieux symboliques de la francophonie. Seulement, la facture est aujourd'hui trop salée pour que l'État la paye seul. Pour trouver les 100 millions d'euros nécessaires à la rénovation, il va devoir faire appel à des investisseurs privés, des hôteliers ou des restaurateurs qui loueraient certaines parties de l'édifice et qui financeraient ainsi une partie des travaux. Je pense qu'un partenariat public-privé pourra venir à bout, je pense, de la difficulté. En attendant de trouver ces nouveaux investisseurs privés,
le gouvernement vient d'annoncer la création d'un fonds de 350 millions d'euros par an pour ces monuments en péril. Il sera financé en partie par un loto exceptionnel auquel tous les Français pourront participer. Au final, même après des décennies de gabegie, l'État semble prêt à devenir un meilleur agent immobilier pour ne pas être accusé d'avoir dilapidé les 66 milliards d'euros que représente notre patrimoine.